Madame, monsieur, bonsoir. C'est le plus marocain des Italiens qui ont vécu ou ont eu un lien au Maroc. Étant nés et ont vécu à Casablanca, il en maîtrise la culture et spécialement celle liée à son histoire footballistique. Enseignant converti en journaliste sportif, il va pendant des années creuser son sillon dans le domaine du journalisme sportif, passant par bien des rédactions jusqu'à créer, avec d'autres confrères, sa propre radio spécialisée. Connu par son franc-parler, il ne mâche pas ses mots et attaque violemment dans ses chroniques et interventions sur les ondes de la radio. Nous recevons ce soir Lino Bakou, journaliste sportif, mais surtout cofondateur associé Radio Mars. Lino Bakou, bonsoir. Bonsoir Saïd. Merci d'être avec nous. Alors, comment passe-t-on Alors d'abord, moi je voulais faire pas une petite rectification, mais en fait, étant donné que je me sens beaucoup plus marocain qu'italien, on a toujours dit de moi que j'étais le plus italien des Marocains. Et disons que ça me sied davantage, voilà. Très bien, ok. Alors, vous êtes le plus italien des Marocains. Comment passe-t-on d'un professeur de dessin industriel à un journaliste sportif? Racontez-nous. Oui, c'est-à-dire, donc j'ai commencé d'abord par enseigner à l'école professionnelle italienne des Roches-Noires, c'était à Casablanca, très tôt, à peine sorti du lycée. Bon, j'étais un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelait à l'époque les PTA, professeur technique adjoint. Voilà. J'ai un BEI, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas de bac, je n'ai pas le bac. J'ai un brevet d'enseignement industriel qui était assez costaud, qui était une espèce de bac technique, quoi, avec un peu moins de maths quand même, un peu moins de maths, mais beaucoup de physique, technologie, dessin industriel, etc. Et puis, parallèlement, je lisais les pages sportives, et puis un jour, la personne qui faisait la chronique du football italien a quitté le journal. Et je l'avais rencontré, il m'a dit, au fait, moi je m'en vais, je peux plus écrire, mais si tu veux, je peux te présenter à Daniel Pilar. Et lui, peut-être que tu pourrais reprendre la rubrique sous ta signature. Voilà, et c'est comme ça que je débarque un jour dans la rédaction du Petit Marocain. Voilà, et puis voilà, votre connaissance en fait du journalisme sportif, c'est surtout lié en fait au football. Oui. Pourquoi en fait le choix du football alors que vous avez pratiqué en fait le volleyball? C'est-à-dire que j'ai enseigné pendant 11 ans. Et après ces 11 ans, Daniel Pilar, lorsqu'il est parti à la retraite, il m'a dit tu vas continuer à enseigner toute ta vie? J'ai dit ouais, je pense. Il m'a dit tu n'aimerais pas me succéder? Daniel Pilar, c'était un petit peu le pape, je dirais, du journalisme sportif. Je dis mais vous pensez que je vais pouvoir? Il me dit ouais, bon écoute, moi je m'en vais au mois de septembre. Toi, au lieu de faire la rentrée, tu viens ici puis tu reprends mon poste. Et pourquoi le football? Pourquoi le football? Parce que vous avez pratiqué quand même le volleyball. C'est en fait parce que je suis dans une famille de footballeurs. Ouais. Mon père a joué au football, au SSCRN. Il avait comme camarades d'équipe des joueurs comme Kassem Kassimi, par exemple, ou Kabour, ou bien donc Arnous, qui sont ensuite passés au Wydad. Parce que les Roches-Noires, c'est un petit peu la filiale du WAC. Donc beaucoup de joueurs avaient quitté les Roches-Noires pour ensuite jouer au WAC, et il y a même plus tard les Sevilla, Maillet, Gomez, etc. Donc au Roche-Noir, on était un petit peu la filiale du WAC. Et puis le football, c'est certain que c'était le sport le plus suivi. Donc, on se chambrait entre latins au quartier, entre espagnol, italien, portugais. C'est un quartier très latin, les Roches-Noires. Il y avait très peu de Français, donc bien sûr, il y avait beaucoup de Marocains, c'est sûr. Et puis, il y avait une minorité d'Espagnols, d'Italiens et de Portugais, voilà. Et là, à chaque match du Real Madrid, de Benfica ou de l'Inter de Milan, donc on se chambrait, et donc d'où la passion du football. Mais au Matin du Sahara, j'étais aussi secrétaire de rédaction. Donc, c'était en quelle année? C'était de 70 à 74. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes un journaliste sportif connu et reconnu au Maroc. Alors j'aimerais bien vous poser une question en fait sur le football national. Est-il en bonne santé? Le football national, évidemment, si on se réfère à la FIFA qui dit que Botola est le meilleur championnat d'Afrique, on peut dire oui. Si on voit ce qui a été fait au plan de l'infrastructure, l'inauguration il y a quelques jours justement du centre national Mohamed VI, qui est une merveille. Moi j'ai visité je dis pas des dizaines, mais j'en ai visité quand même des centres nationaux, que ce soit Clairefontaine, que ce soit Coverciano en Italie, des centres même qui appartiennent à des clubs. Et là, vous êtes vraiment émerveillé quand vous voyez ce qui a été fait. C'est dernière génération. Et là, vous vous dites, bon,
c'est sûr que le problème du football, c'est quoi? C'est que vous avez une fédération qui marche, si vous voulez, c'est le Borak, hein, c'est TGV, hein, et puis vous avez les clubs qui sont un petit peu à la traîne. Ouais. Alors petit à petit, bon, la fédération, elle essaie quand même d'emmener dans son sillage les clubs. Voilà, on va en parler des clubs, mais avant cela, j'aimerais bien évoquer en fait l'équipe nationale. En fait, on n'a gagné qu'un seul trophée en 76. Je parle de la Coupe d'Afrique des Nations et depuis rien. L'équipe nationale, vous savez, on en a voulu après la Coupe du Monde, parce que en fait, après la Coupe du Monde, je disais que Hervé Renard, c'était terminé. Voilà. Donc, et on m'a dit, ouais, quand même, tu exagères, il nous a amenés en Coupe du Monde, ça fait 20 ans qu'on n'y allait pas. Et puis finalement, on s'est bien défendu, on a perdu 1-0 au niveau contre le Portugal, on a fait match nul avec l'Espagne. Je dis, oui, mais attends, on a terminé dernier du groupe. C'est ce que je disais aux gens. On a perdu contre l'Iran. L'Iran, où l'entraîneur portugais nous avait prévenu. Il a dit, je sais très bien comment il va jouer le Maroc, il va nous agresser, etc. Bon, ils sont là, ils vont nous mettre la pression. Mais nous, quand même, en contre, on va les battre. Bon, après, ils ont marqué sur une balle arrêtée, qui a été déviée, etc. Mais c'est pour dire... Bon, je pense qu'en fait, ce qui manquait... Pourquoi cette disette, en fait? On n'arrive vraiment pas à percer au niveau continental, un seul trophée, plusieurs participations. Ça, c'est vrai. Ça demande... On a du mal. Ça demande réflexion, parce que... si on veut parler des dernières éditions, c'est peut-être le fait qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont véritablement aguerris au football africain. Ce sont deux manières différentes. Hein. Vous pouvez amener les meilleurs joueurs, hein, les Ziyech et compagnie, qui sont habitués à jouer au plus haut niveau en Europe. Mais quand vous jouez en Afrique, surtout au niveau des éliminatoires, vous avez un match à Bangui plutôt qu'à Kinshasa, où vraiment là, il y a des facteurs qui interviennent. Je ne parle pas uniquement des facteurs climatiques, je dirais, mais aussi de cette combativité qui est spécifique cette puissance, qui frise un petit peu parfois, je dirais, la légalité, hein, des tacts très appuyés, tout ça. Alors, ce qu'on voit de moins en moins dans le football européen, et c'est peut-être ça qui gêne l'évolution de nos joueurs. Vous avez évoqué Hervé Renard, pardon. Qu'est-ce que vous pensez en fait de son bilan? Ben moi, je pense qu'il a été merveilleux jusqu'à la Coupe du Monde. Hein, jusqu'à la qualification. Jusqu'à la qualification. C'est magnifique ce qu'il a fait. Et après peut-être qu'il lui manquait quelque chose pour faire le saut de qualité lui aussi. Mm-hmm. Parce que le saut de qualité, non seulement ce sont les joueurs qui doivent le faire, mais c'est aussi le coach. Hein, et c'est ce qui a manqué peut-être. A-t-il perdu en fait la maîtrise de ses joueurs? On a l'impression en fait que les joueurs sont devenus beaucoup plus puissants au sein de l'équipe. Si vous parlez de la période allant de la Coupe du Monde à la dernière CAN, certainement. Puisqu'il ne vivait plus au Maroc, où il était beaucoup plus au Sénégal qu'ici. Avant, il était assidu, il allait voir tous les matchs, le championnat, etc. Bon, et ce qui fait que... Ou alors peut-être il savait très bien qu'il allait partir. Et donc là, il était moins motivé peut-être aussi. Et voilà. Bon, après vous me dites, si on veut revenir sur la CAN, c'est un penalty. Voilà. Si la balle termine dans les filets, peut-être que le Maroc, je sais pas, peut-être au moins il arrive au moins en demi-finale. Parce que le football, pour moi, ce sont des épisodes. Voilà. C'est toute une série d'épisodes qui se passent en 90 minutes. Et des fois, le problème, c'est que ça nous arrive tout le temps, en fait, depuis des années. À chaque fois. C'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours ce discours, en fait, par rapport à l'équipe nationale qui... à chaque fois, on se dit oui, c'est la bonne, on a l'équipe qu'il faut pour pouvoir gagner un trophée, et à chaque fois, on n'arrive pas à le faire. Et c'est vrai que c'est frustrant pour les Marocains. Absolument. Ouais. Alors, ça nous amène en fait à parler de la gestion du football national. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme je disais tout à l'heure, c'est au point de vue fédéral, c'est bien joué, c'est bien géré. Et après, quand vous entrez dans le détail, quand vous voyez les clubs, à part 3 ou 4 clubs qui sont structurés, sans les nommer, par exemple un FUS par exemple, ou la SFAR, parce que même des grands clubs comme le Raja et le WAC, ça manque un peu au niveau de l'organisation, au niveau de la gouvernance, c'est pas ça hein, encore, c'est sûr que c'est pas ça. Je pense que c'est une question d'hommes surtout, voilà. Parce que vous pouvez avoir toutes les infrastructures du monde, vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, vous pouvez avoir même les moyens financiers. Quoique, là, ça vérifiait ça aussi, hein, parce que les moyens financiers, c'est pas tous les clubs qui ont de grands moyens financiers. Est-ce qu'une Botola à 16 clubs est viable? Ça aussi, c'est une question qu'on devrait se poser. Hein.
quand vous voyez des matchs qui se déroulent, je dirais pratiquement à huis clos. Bon, il y a des clubs où il y a des matchs où le huis clos est imposé, soit pour des raisons sportives, ou des raisons de sécurité, ou des raisons je dirais, de sanctions. Mais il y a beaucoup de matchs qui se déroulent sans public. Donc le merchandising, même chose, n'existe pratiquement pas. Vous avez des clubs où les supporters, finalement, font de la contrefaçon et les gens achètent les maillots ailleurs au lieu de les acheter au club, ce qui ferait d'autres ressources, quoi. Voilà. Et puis les clubs, pourquoi en fait? Est-ce qu'il y a des poches de résistance à ce que les clubs soient restructurés et puis gérés comme des entreprises? Les clubs refusent-ils en fait de passer en fait à ce nouveau modèle de gestion? Là, je serais tenté de vous donner une réponse normande, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, dans ce sens que, bon, aujourd'hui, tout le monde s'est transformé tout le monde ne s'est pas transformé, mais tout le monde a créé la société. Hein, donc, si vous voulez, ils sont en règle, hein, avec la loi, etc. Mais il y a comme vous dites, il y a des poches de résistance parce qu'il suffit de voir, lorsque vous avez un club qui prend 99, ou 99% des actions, par exemple, c'est-à-dire qu'il rechigne à ouvrir le capital de la société. C'est-à-dire, moi je veux bien, mais alors dans ce cas-là, bon, il n'y aura jamais d'investisseurs qui viendront, il n'y aura jamais des gens qui sont forts. Il faut que la fédération intervienne, il faut légiférer. Mais non, parce que finalement, la loi dit que, en fait, le club, l'association peut a au minimum 30% du capital, minimum, mais elle ne dit pas le maximum. Donc l'association, si elle prend 90% ou 99%, ben, il reste les miettes pour l'investisseur. Ouais, il faut changer la loi alors. Peut-être, ouais. Peut-être. Voilà, et puis une question en fait par rapport à cette fédération quand même, elle est désignée du doigt comme quoi on a injecté tellement d'argent, on parle de milliards. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est en train de perdre de l'argent pour rien ou c'est important pour notre société que d'avoir quand même des infrastructures, que d'avoir autant d'argent injecté dans un sport? Ce n'est qu'un sport après tout. C'est un sport, mais c'est important pour notre jeunesse quand même. C'est important que d'investir dans les infrastructures. Mais lorsqu'on dit que, par exemple, tel complexe ou tel centre régional, fédéral, a été inauguré... si on parle, par exemple, du centre régional de Saïdia, dans l'Oriental, par exemple. Bon, ben, vous avez déjà l'assiette foncière, elle est fournie par la région. La région prend aussi 50% du coût de la construction. Donc, finalement... On a l'impression qu'on dit, ouais, la fédération, elle jette l'argent par les fenêtres, elle a fait un centre Saïdia, elle est en train d'en faire 3 ou 4 autres. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière, il y a quand même, il y a toute une série de ministères qui sont derrière. Hein. Si vous voyez, par exemple, le centre national Mohamed VI, ben vous avez plusieurs ministères, le ministère de l'équipement, évidemment, le ministère de la jeunesse et des sports, la fédération, c'est pas un projet, c'est pas la fédération qui se dirige. C'est le gouvernement en fait qui absolument, parce que c'est une volonté politique qui existe, hein, ouais. qui est réelle. Et en fait, c'est une politique qui est dictée, si vous voulez, même par Sa Majesté, après la lettre royale au séminaire de Srivat, par exemple. Donc le fameux message royal, donc qui est un peu la feuille de route. Pas seulement pour le football, mais pour tout le sport marocain. Alors, je voudrais passer aussi, passer à un autre sujet, c'est l'organisation de la Coupe du Monde. On détient en fait le record des tentatives et des candidatures ratées quelque part. Pourquoi on n'arrive pas à le faire, à organiser cette Coupe du Monde, selon vous? Parce que, peut-être une question de lobbying aussi, parce que généralement, quand on est candidat, soit on a bien assuré son lobbying, et donc on sait qu'à 70 ou 80%, on va avoir la compétition. Hein. Et après, parce que en fait, on a toujours proposé des maquettes, voilà, au lieu je dirais de stades vraiment existants, etc. Voilà, c'est ça aussi. En fait, c'est une candidature mal pensée. Mal pensée, peut-être pas mal pensée, mais pas bien préparée. Pas bien préparée, ça c'est sûr. Hein, voilà, donc. Mais c'est quand même dommage parce que, moi je me souviens, j'étais partie prenante dans un des dossiers, par exemple,
C'était en 98 avec le regretté maître Samlali qui était ministre des Sports à l'époque. Et finalement, on avait perdu de très peu de voix. Et ça nous avait coûté beaucoup moins cher que ce qu'ont coûté les dernières candidatures. Et pourtant, si je vous balance un chiffre, par exemple, je vous dis que l'agence italienne qui nous avait suivis à l'époque a envoyé une facture de 1 400 000 dirhams au ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est ce qu'a coûté tout le dossier. C'est rien. C'est absolument rien. Et pourtant, à trois voix près, on passait. Et puis celle de 2010 avec la France en face. Oui, 2010, bon là c'est les dés qui étaient pipés avec. On avait donné des sueurs froides à l'Afrique du Sud à l'époque. Absolument. Oui, on était à 2 doigts de la faire, et puis tout plutôt de la décrocher cette organisation. Et quand est-ce qu'on pourra la décrocher selon vous? Est-ce que le Maroc va se représenter encore une fois? Il va encore une fois proposer sa candidature? Bien sûr, il faudrait. Mais je pense qu'il faudrait y aller par étapes aussi. On pourrait peut-être organiser un championnat du monde féminin, un championnat du monde des U23 par exemple, ou des U21, ou voilà, et faire voir aux gens que nous sommes. C'est vrai que nous avons des capacités extraordinaires à organiser les choses. Si on se réfère par exemple à la COP 22 par exemple. Donc, mais bon, une Coupe du Monde c'est quand même autre chose. Et puis une Coupe du Monde, c'est aussi est-ce que la FIFA veut vraiment vous donner l'organisation ou non? Voilà, c'est ça. Qu'on le veuille ou non, ça se passe beaucoup plus dans les couloirs que sur le terrain. Voilà. Et puis voilà, j'aimerais bien en fait aussi discuter du Ballon d'Or. Il a été attribué pour la 6e fois à Messi. Ouais. Et puis s'en est suivi quand même un débat. Est-ce que Messi mérite ce ballon parce qu'il n'a pas gagné de trophée cette année? Comment voyez-vous la chose en fait, tout le process qui conduit à la désignation de celui qui gagne le trophée France Football, comment il gère ça? Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que les critères qui sont mis en place sont objectifs selon vous? C'est vrai que Vox Populi, Vox Dei, parce que ce sont les journalistes qui votent, ce sont les entraîneurs, Et là, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez plus de 150 journalistes qui votent, et chacun donne son classement, et ils font le total, et puis hop, Messi sort en tête. Bon. Maintenant, quand vous voyez le but qu'a marqué récemment encore Ronaldo en Champions League, vous vous dites, à 37 ans, quand même, il faut le faire. Messi, je n'étais pas un inconditionnel de Messi, parce que... en fait, lui, il fait la différence individuellement. Et Messi ne rayonne pas sur le Barça, ni sur l'équipe d'Argentine. La preuve, il a été incapable de l'amener à un titre mondial ou à un titre sud-américain. Mais ça reste quand même un drôle de bonhomme. Je l'ai vu récemment. Je vais souvent au Camp Nou, sans être un fan du Barça. Et puis, je l'ai vu contre Liverpool, je l'ai vu contre Manchester, j'ai vu contre l'Inter de Milan aussi récemment. Et vous vous dites, c'est un joueur extraordinaire. C'est la Saint-El, une étincelle, en quelques secondes, il vous bascule, il vous boucle un match. C'est sûr que quand vous voyez Liverpool qui est champion d'Europe, et vous avez un joueur, évidemment, nous sommes africains, et on dit, oui, Mané, quand même, c'est du racisme, pourquoi il n'est pas Ballon d'Or? Il est finaliste de la CAN, il est champion d'Europe, etc. Ça nous dépasse. C'est un petit peu comme les Oscars à Hollywood. Et moi, j'en toujours l'exemple de la famille Douglas. Vous avez le père Kirk Douglas qui n'a jamais eu d'Oscar et le fils Michael qui en a 3 ou 4. Alors vous dites, y a-t-il une justice justement au niveau des récompenses? Ça, c'est... Alors, je voudrais aussi évoquer avec vous, en fait, le cas Adil Omari. Voilà, il a tenu quelques propos sexistes il y a quelques mois. S'est-il calmé? C'est sûr. Bon, il s'est calmé. Vous l'avez calmé. Oui, on l'a calmé. Oui, c'est-à-dire que. Mais vous savez que les avis sont partagés. On m'arrête des fois dans la rue et on m'a dit, c'est vrai, les gens m'arrêtent et me disent, mais Lino, c'est Saraha. Mais même moi, je dis à ma femme, Cyril Cousina. Mais les gens vous arrêtent pour vous dire ça. Mais c'est dans une discussion intime entre 2 personnes, mais tenir ça sur un canal écouté par beaucoup de Marocains. C'est vrai. Il y a tout un débat, il y a un discours maintenant sur l'égalité des sexes, et c'est pas évident en fait. C'est sûr, là aussi on a été intransigeant. Attendez, je vous cacherai pas que notre directrice générale adjointe, c'est une dame.
c'est une femme. Hein. Si vous venez à la rédaction, vous avez 4-5 jeunes filles qui sont là. Hein. Il y a Yousra le matin, il y a Sarah, il y a Dounia l'après-midi, qui mène quand même un drôle de talk. Hein. Merech Riadi, c'est quand même un talk où c'est très macho avec les hommes, le football, le truc. C'est une demoiselle qui gère le talk. Si c'est sûr, on s'est excusé. C'est vrai que c'était un petit peu fort, mais lui-même le regrette, hein, parce qu'il a pas. Bon, je veux pas le défendre parce qu'on me dit ouais, tu l'as défendu parce qu'en fait à l'époque sa femme avait une grossesse difficile et c'est pas normal, tu l'as défendu, etc. Moi, je veux pas défendre une deuxième fois Adil. Je veux dire que bon, c'est sûr qu'il y a des dépassements qu'on peut pas tolérer dans un média. Vous savez très bien. Et puis voilà, donc la page est tournée. Il reviendra, voilà, avec dans un format qui sera un peu plus cadré, un peu plus cadré, voilà, où il aura moins la possibilité de déborder parce que bon, lui, il est très très impulsif et. Voilà, vous aussi, vous avez été aussi critiqué lors de l'émission Mars Attack. Vous réagissez en fait à un incident du Calcio. Je pense que c'est Bonucci qui a eu quand même des propos à propos d'un joueur africain. Oui. Vraiment, ici, on a compris que quelque part, en fait, il dit que même les blancs sang, comme si vraiment minimise en fait un acte raciste contre un noir. C'est un joueur italien, hein, c'est Keane, hein, qui est italien. Et vous l'avez défendu. Voilà. Non, c'est pas que j'ai défendu, parce que en fait aujourd'hui, j'écoutais une émission il y a pas longtemps et on disait qu'aux États-Unis on peut plus rien dire, par exemple. Et non seulement, mais tout le monde maintenant, pratiquement tous les États, on s'est américanisé. Et on peut plus dire black, on peut plus dire ça, on peut plus dire nègre, on peut plus dire. Je suis désolé. C'est mal perçu le mot nègre. Mais Léopold Sédar Senghor, hein, l'ancien président sénégalais, c'est le chantre de la négritude, oui ou non? Tout à fait. Et de la négritude, il n'y a pas un autre mot. Hein. C'est un mot scientifique en fait pour parler. Et aujourd'hui, aujourd'hui, de la culture black, en fait africaine et tout. Vous ne pouvez pas dire le nègre, voilà. Aux États-Unis, un black peut dire negro, par exemple, entre eux, mais un blanc ne peut pas dire negro. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, et puis il faut s'y faire, voilà. Et puis le racisme, en fait, dans les stades européens, en fait, c'est vrai que ça n'existe pas chez nous. Mais c'est stupide, parce qu'en fait, vous voyez même, il y a des équipes où mais attendez, il n'y a pas qu'en Italie, hein. Parce qu'en Angleterre, on jette des bananes encore aux joueurs de couleur. Hein. Ah oui, dernièrement, il y a eu un incident lors du match Manchester et Man City. Mais oui, alors que les gens disent, ouais, ils ont l'air de dire, ouais, c'est surtout en Italie ou en Espagne ou en Turquie ou en Grèce. Non, même en Angleterre, donc où on a inventé quand même le fair play et tout ça. Mais c'est sûr que c'est ridicule parce qu'aujourd'hui, enfin, citez-moi une équipe où il n'y a pas de joueurs de couleur. Tout le monde. Ouais. Quand vous voyez la Lazio, par exemple, qui prend à partie un joueur, hein, alors qu'il a 3 ou 4 ou 6 joueurs de couleur chez lui, dans leur rang. C'est ridicule. Voilà. Et puis franchement, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Blanc, black, moi, je suis même pour la suppression des passeports. Alors, je dirais même, c'est vrai, pour la libre circulation des humains. Alors, je vais essayer un petit peu de finir sur, en fait, l'équipe nationale, ou plutôt le football national, et surtout l'équipe nationale. L'avenir, en fait, il y a des compètes plutôt en fait, ce qui nous attend maintenant, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a aussi les éliminatoires de la Coupe d'Afrique aussi. Ouais. Alors, mais moi, d'abord, on a des chances pour. Ce que je dois dire, c'est qu'on a fait le bon choix, hein, en la personne de Wahid Halilovic, qui peut plaire, qui plaît et qui plaît pas. Voilà. Parce que, en fait. Oui, il commence toujours par plaire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est entier. Et puis parce que aujourd'hui, dans un monde où on a du mal à accepter ceux qui disent les vérités, hein, ou si vous voulez, dans un monde où il faut jamais dire exactement ce qu'on pense. Hein, non, lui il le dit. Alors si en matière de sport, on ne peut pas dire ce qu'on pense, je parle pas. Les politiciens, bon d'accord, ou dans d'autres secteurs, ok. Mais dans le sport, c'est la moindre des choses que de travailler en toute transparence et de dire ce qu'on pense. Et ensuite, je pense qu'il va ramener une certaine rigueur tactique aussi, hein, un jeu plus équilibré, hein,
où on va vraiment équilibrer la phase défensive avec la phase offensive, avec ensuite évidemment le Lyon. Le Lyon, c'est quoi? C'est l'entrejeu, c'est le milieu de terrain. Bon, les joueurs ne manquent pas. Hein. Le talent est là, hein, et les individus. Et puis, on va essayer de booster aussi les joueurs locaux, parce qu'il y a 3, 4 ou 5 joueurs locaux qui pourraient très bien. Attendez, si les gars ils sont capables d'aller gagner à Kinshasa plutôt qu'à Tunis ou en Égypte, pourquoi seraient-ils pas capables de jouer en équipe nationale là, pour les prochaines éliminatoires de Coupe du Monde et de Coupe et de la CAN? Voilà, c'est fini pour ce numéro de Naparté. Merci d'avoir participé et d'avoir répondu à notre... Ça a été un plaisir, c'est moi qui vous remercie. Merci Linou Bakou, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis, au revoir.